Donc on accueille et on remercie beaucoup Vincent Donne de France Stratégie d'être parmi nous aujourd'hui. Et c'est Bonjour pour ça que tous. ça a une matinée inspirante parce que Vincent va nous présenter un rapport national qui a été finalisé en avril par France Stratégie et qui est complètement en lien avec le suivi qu'on porte au travers d'IBC. Alors, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on voulait, en invitant Vincent, conforter votre rôle d'animateur du projet IBC, parce qu'effectivement, il y a des constats qui ont été faits au niveau national qui viennent conforter ce que vous vivez. Et donc, c'était aussi cette invitation, elle avait objet de débattre avec vous de la réalité de ce que vous voyez sur le territoire sur ce fameux sujet des compétences. Et voilà, qu'on puisse en débattre et avancer sur les solutions, sur les idées de solutions qu'on peut mettre en avant pour développer la collaboration sur les territoires sur le champ spécifique des compétences. Alors, je voudrais juste vous redire, parce que je le fais à chaque fois, le projet IBC pour vous, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'il faut le répéter, le redire. J'ai formulé sous le terme, c'est être dans un esprit collaboratif, de non-concurrence avec les acteurs de vos territoires pour se parler, se connaître, partager les informations sur les entreprises que vous rencontrez ou que vos collègues de votre territoire rencontrent. Et puis, c'est aussi savoir faire parler les entreprises sur les métiers qui s'exercent en leur sein. C'est encore connaître les dispositifs existants sur le champ des ressources humaines et des compétences pour les lier entre eux. Hein, encore une fois, ne pas les juxtaposer ni les mettre en concurrence les uns les autres, mais au contraire, les articuler en bonne intelligence. Alors pourquoi ? Eh bien, pour mieux agir auprès des entreprises, c'est-à-dire mieux on connaît les métiers qui s'exercent dans les entreprises, meilleur sera le service, plus adapté sera le service qu'on pourra leur proposer sur les champs de l'emploi, la formation, l'orientation et au-delà. Vous faites, au travers du rôle que vous portez, vous agissez sur l'économie de votre territoire et c'est ce que nous cherchons tous. Déjà, merci beaucoup Amélie de me donner l'occasion de vous parler aujourd'hui. Alors vous allez voir, ce qui est un peu décevant, c'est que je vais vous faire un peu des constats que probablement vous partagez dans votre activité du quotidien. Et j'ai pas forcément les solutions. Du coup, non, mais c'est important de le dire. Du coup, peut-être. Mon micro. Commencer peut-être par vous présenter juste du coup le réseau emploi compétences en 2 phrases. Du coup, le réseau emploi compétences qui est animé par France Stratégie, où moi je travaille, c'est un réseau qui réunit un certain nombre d'acteurs de l'emploi et de la formation professionnelle, aussi bien les OPCO, les branches, les administrations, le SPE, les observatoires, les CARIFOREF, etc. Avec l'idée, avec deux missions. La première, c'est de produire de l'expertise commune, typiquement comme ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et la deuxième, c'est d'essayer de donner un peu plus de visibilité aux travaux que peuvent conduire les membres du réseau. Et typiquement, ça peut être le cas de parler de ce que vous faites à IBC et d'essayer de construire une chambre d'écho et d'en faire parler un petit peu à d'autres acteurs. Du coup, la genèse de ce travail, c'est qu'il y a un peu moins de 2 ans, on a fait le constat que les compétences sont devenues vraiment prépondérantes aussi bien dans les discours que dans un certain nombre de dispositifs, côté emploi-formation et aussi de plus en plus côté monde de l'entreprise. Et pourtant, on se rend compte qu'on a très peu d'éléments pour savoir réellement si les entreprises se sont appropriées cette notion de compétence et comment, dans les faits, elles développent, gèrent, administrent les compétences en leur sein. Du coup, on a monté un groupe de travail auquel participait justement Amélie, et on a fait un certain nombre d'auditions, des chercheurs, des entreprises, etc. Et on a aussi diligenté une étude de terrain, un prestataire qui est allé interroger un certain nombre de chefs d'entreprise et de DRH et d'entreprises de toute taille. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter vraiment très brièvement un peu les enseignements et les diagnostics qu'on pose dans le rapport, et après on ira un peu plus en détail sur la question de l'accompagnement des entreprises, sujet qui nous intéresse et vous intéresse, j'imagine, au quotidien.
Alors du coup, pour faire cet aspect, un peu ce diagnostic de comment les entreprises pratiquent la gestion des compétences, il faut faire un petit détour par les représentations. Parce que finalement, ce qui ressort quand on interroge les entreprises, c'est une sorte de grand paradoxe. Nous, on appelle le grand paradoxe des compétences. C'est toutes les entreprises rencontrent des enjeux qui, d'une manière ou d'une autre, embarquent la notion des compétences. Et pourtant, la majorité d'entre elles ne se sentent absolument pas concernées par la gestion des compétences. Hein, ça, c'est vraiment. Elles ont l'impression que c'est quelque chose qui est un peu éloigné de leurs préoccupations quotidiennes. Alors nous, dans le rapport, on explique, enfin, on avance l'hypothèse que ça s'explique par la manière dont finalement les compétences et le sujet compétences s'est retrouvé diffusé au sein des entreprises en France, avec un espèce de double mouvement qu'on a appelé d'un côté la marchandisation, c'est-à-dire que la compétence était à la base un modèle un peu émancipateur, c'est devenu un outil de GRH, hein, on fait de la gestion des compétences, c'est le modèle gestion des ressources humaines, et c'est devenu presque aujourd'hui, on pourrait dire, l'objet d'un grand marché avec un certain nombre d'acteurs, évidemment, notamment des consultants qui vont aller démarcher des entreprises pour leur proposer des solutions, pour leur proposer des logiciels de gestion des compétences. Et de l'autre côté, on a un mouvement qu'on a appelé légalisation de la gestion des compétences, où on a finalement des pouvoirs publics qui sont partis de la compétence objet côté emploi-formation, où la compétence était vue avant tout pour lutter contre le chômage. Hein, on va développer les compétences des demandeurs d'emploi pour essayer de leur trouver du travail, à finalement des pouvoirs publics qui cherchent à diffuser la gestion des compétences au sein des entreprises et qui vont aller jusqu'à normaliser la gestion des compétences en mettant notamment un certain nombre d'obligations. Alors, obligation de former, évidemment, ils ont l'obligation de former leurs salariés. Obligation de faire la sécurisation des parcours. On le voit avec l'entretien professionnel qui est obligatoire tous les 2 ans pour la totalité des salariés ou d'autres choses comme ça. Et aussi, et ça c'est un cas unique dans le monde, obligation de négocier des accords de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, maintenant de GEPP, dans les entreprises de plus de 300. Donc ça, c'est vraiment que en France que ça existe. On oblige les entreprises à signer des accords de gestion des compétences. Et ce que ça fait, la conséquence de ce mouvement-là un petit peu, c'est qu'on va avoir des entreprises qui ont de la gestion des compétences une représentation très formelle et très gestionnaire. Hein. La compétence, c'est quelque chose qui vient soit d'une incitation légale, on m'oblige à faire des choses sur la compétence, soit qui est suscité par des consultants extérieurs, hein, quelque chose qui vient de l'extérieur de l'entreprise. Ce qui explique que une grande partie, notamment les TPM, PME, voient un peu cet objet compétence comme quelque chose d'un peu extérieur et qui les concerne pas trop. Alors une fois qu'on a fait ce constat-là, on a quand même essayé de se pencher un peu sur les pratiques des compétences, pratiques que les entreprises mettaient en place qui pouvaient embarquer la compétence. C'était l'objet du rapport. Et on les a divisés en 2 blocs. On a le premier bloc que nous, on a appelé les pratiques de gestion des compétences formalisées. Alors quand on dit formalisé, en fait, qu'est-ce que c'est les pratiques de compétences formalisées? C'est vraiment ce qui est dans l'esprit de beaucoup d'entreprises résumé à la GPEC, hein, la gestion professionnelle des emplois et des compétences. C'est toujours un peu le mot magique qu'on vous sort quand vous interrogez une entreprise et qu'elle veut vous parler des compétences. Voilà. Cette vision-là de la GPEC, elle a des avantages, ça permet de parler des compétences et tout, c'est intéressant. Elle s'incarne beaucoup dans les grandes entreprises, dans des accords de négo, de dialogue social, ou dans des instrumentations. Hein, des instrumentations RH. La GPEC, c'est de l'instrumentation. C'est des référentiels de compétences et des choses comme ça. Ce que ça fait, c'est que ça consacre aussi une vision très défensive de la compétence. On fait de la gestion des compétences pour éviter les licenciements. Hein, c'est la majorité, c'est à ça qu'on pense. Ça consacre aussi une vision où on est censé faire des gestions prévisionnelles, donc des anticipations. Hein, on fait des anticipations sur les mutations économiques et les besoins en compétences, etc. En réalité, c'est extrêmement compliqué et c'est quasiment pas accessible pour la majorité des entreprises. Nous, à France Stratégie, on fait des exercices prévisionnels des emplois et des qualifications. Et déjà, on s'arrache les cheveux. Et je vous parle même pas en période de Covid. Donc, l'ETI qui est censé faire la GPEC, on sait que c'est très compliqué. Cette vision aussi très GPEC, il y a un peu des fois une confusion entre les moyens et les finalités. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez de l'instrumentation de compétences de gestion des compétences que vous avez vraiment une approche compétence. Hein. Ça vous dit juste ce que devrait être l'organisation. Ça ne vous dit pas comment comment ça fonctionne réellement. Et de fait, on voit des degrés d'appropriation très variables. Hein. Si vous demandez en réalité à beaucoup de gens sur le terrain la GPEC, alors oui, il y a les accords de GPEC, mais ça a très peu d'existence légale.
Et de fait, quand on se penche sur la part des entreprises qui font vraiment, qui mettent des processus RH en lien avec les compétences, on se rend compte que c'est finalement très restreint. On le voit sur le recrutement, ou même dans les grandes, en vrai, le recrutement reste largement fondé sur des logiques de diplôme, d'expérience professionnelle, et toutes les modalités qui peuvent embarquer les compétences sont assez restreintes. On le voit aussi sur le parcours professionnel, où finalement l'entretien professionnel qui est obligatoire pour la totalité des salariés n'a été, seule la moitié des salariés ont eu accès à un entretien professionnel au cours des années 2017-2018. Donc on voit que c'est encore beaucoup à faire de ce côté-là. Idem avec la formation, où beaucoup d'entreprises font de la formation pour, on va dire, se mettre en adéquation avec les exigences légales, mais pas pour développer des compétences à proprement parler. Du coup, c'est un peu difficile à estimer, mais selon une étude que nous, on a réalisée à France Stratégie, on aura environ un quart des entreprises qui mettent en place ce qu'on pourrait appeler une gestion systématique des compétences. Après, ce qu'on dit dans le rapport, pour nous c'est un peu l'une des plus-values du rapport, c'est qu'on dit à côté de cette gestion formelle, il y a aussi tout un tas d'autres pratiques qui servent à créer de la compétence. C'est ce qu'on a appelé, nous, les compétences embarquées dans l'activité. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est que la compétence, c'est le produit de l'ensemble des pratiques de l'entreprise, formelles mais aussi informelles. Et une bonne partie de ces pratiques sont pas en réalité identifiées par les entreprises comme relevant de la gestion des compétences ou comme des processus RH. Du coup, quand on prend cette focale-là, ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte qu'il y a pas mal d'entreprises qui font, on pourrait dire, de la gestion des compétences sans le théoriser. Ça, c'est assez intéressant. C'est le cas notamment des TPE-PME, on y reviendra, en tout cas d'une partie d'entre elles. Ouais. Sur les interventions, peut-être un petit peu avec du retard, mais effectivement, nous, souvent, ce qu'on constate, c'est que les entreprises sont pas très à l'aise sur la compréhension de l'articulation entre les outils. C'est-à-dire, compétences OK, allez, on va vous sortir le mot GPEC, on va vous dire l'entretien pro, mais tout ça fait pas un ensemble. La beauté j'ai ma fiche de fonction ou ma fiche de poste, et ça permet de venir nourrir mon entretien annuel, qui permet de définir des évolutions, et ça vient nourrir mon plan de formation, et j'appelle mon OPCO, enfin mon plan de développement des compétences. En tout cas, le maillage et l'articulation, c'est un peu perçu comme des choses externes et pas très articulées pour l'entreprise. Voilà. Comme on était invité à témoigner, c'était. En plus, enfin, on espère qu'on aura un temps d'échange à la fin, mais complètement. Et en réalité, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on constate ça même dans les grandes. En fait, nous, on a éditionné les grandes. Vous auditionnez Auchan, vous auditionnez Carrefour, Orange. Ils vous viennent vous présenter leur instrumentation de gestion des compétences, c'est incroyable. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment connecté avec l'investissement en matière de formation et tout? Non. Et justement, ce qu'on va dire nous, je viens après, mais c'est peut-être que c'est pas. Peut-être que le but, c'est pas forcément de faire adhérer les entreprises à cette vision hyper systémique et englobante qui pour beaucoup d'entre elles va être impossible à atteindre, et que du coup, ça va juste un peu les détourner. Ils vont dire au final c'est pas possible, tant pis, on va gérer comme d'hab avec la tête dans le guidon, quoi. Et du coup, effectivement, justement, nous, c'est pour ça qu'on essaie de pointer toutes ces pratiques qui sont ce qu'on appelle, que nous on appelle embarquées dans l'activité, et qui renvoient plutôt, au management, aux pratiques de management qui permettent ou non de faire émerger et développer les compétences, c'est voir cette vision-là, ça donne beaucoup de place au rôle du dirigeant, et notamment dans les petites où le dirigeant assure une partie, voire la totalité de la fonction RH, et où on se rend compte que finalement être un employeur, c'est différent d'être un entrepreneur. Ça demande aussi des compétences que les chefs d'entreprise, les gérants ont pas toujours. On voit pourquoi ils peuvent être des cibles intéressantes de dialogue et de sensibilisation. Voilà, il y a tout un tas de pratiques que nous on identifie. Je vous renvoie au rapport comme pour nous permettant l'émergence et le développement des compétences qui sont embarquées dans l'activité. Et ce qu'on dit en fait, c'est que peut-être que finalement, plutôt que de chercher à pousser les entreprises, et en particulier les petites, à faire de la gestion des compétences formelles, peut-être que ce seraient ces pratiques-là
qu'il s'agirait d'encourager, en ce qu'elles permettent de sécuriser les parcours des individus et en ce qu'elles permettent d'atteindre les objectifs opérationnels et stratégiques des entreprises. Je ne vous les détaille pas là, tous ces pratiques, vous pouvez aller les voir dans le rapport. Peut-être juste dire trois points que nous, on estime être importants pour pouvoir mettre en place ces pratiques-là. C'est la nécessité de créer un dialogue social dans l'entreprise autour des compétences, l'importance de la capacité d'une entreprise à s'insérer sur son territoire, et enfin le rôle clé que joue l'accompagnement sur ces enjeux, emploi, formation, compétences. Et du coup, on s'est intéressé, parce qu'on voyait que ce truc-là était très important, la question de l'accompagnement, on s'est intéressé un peu justement à l'accompagnement des entreprises sur ces sujets-là, thématiques emploi, formation, compétences. Donc on a un écosystème assez large. Alors on a évidemment des acteurs privés qui sont mobilisés directement beaucoup par les grandes ou par les ETI, et on a ce que nous on a appelé l'écosystème institutionnel, c'est-à-dire probablement beaucoup de gens autour de la table, les branches, les SPE, les régions, les collectivités, enfin voilà, tous ces acteurs institutionnels, les OPCO, etc. Et que nous, sur lesquels nous on a décidé de se concentrer, déjà parce que c'est ceux sur lesquels on a une prise, qui c'est un peu la cible du réseau emploi compétences, et aussi parce qu'on pense que c'est plutôt sur les petites qu'il y a une marge d'amélioration sur ces enjeux-là. Et du coup, on a là encore interrogé des entreprises, des acteurs de l'accompagnement, fait un diagnostic, vous allez voir si ça vous parle ou pas. On a deux constats principaux. Le premier, c'est effectivement un décalage, comme on disait, assez grand entre les entreprises et les acteurs. Déjà, comme on le disait, il y a plein d'entreprises qui déclarent ne pas forcément avoir de besoin sur cette thématique-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut être qu'elles ont du mal déjà à confier certaines dimensions un peu stratégiques de l'entreprise à des gens extérieurs, mais aussi très souvent, je pense, c'est elles ont des besoins, mais elles ont beaucoup de mal à identifier que ce besoin il est relié à un enjeu de compétences. On le voit typiquement sur les difficultés de recrutement. J'ai des difficultés de recrutement, mais ça vient du fait que dans mon bassin d'emploi, il n'y a pas des bons candidats. Du coup, il n'y a pas de réflexion plus large que ça sur les compétences, sur comment est-ce que je pourrais adapter, rechercher, etc. On a aussi, quand l'entreprise est en demande, on a constaté souvent une sorte de décalage, et de fait, beaucoup d'offres de prestations, d'accompagnement ne trouvent pas preneur alors qu'elles sont gratuites ou quasiment gratuites. Ça peut venir d'un problème de positionnement des fois des acteurs. Je pense que c'est important de le dire. La difficulté à trouver un langage qui parle aux entreprises, des publics quand même assez différents, et avec souvent aussi, encore une fois, cette idée que de toute façon les entreprises, elles ne font pas de gestion des compétences, et limite il faut les pousser à en faire presque contre leur gré. Bon gré mal gré, elles feront de la gestion des compétences. On a aussi des entreprises qui nous disent que les ressources qui sont proposées, elles sont pas assez opérationnelles. C'est typiquement tout ce qui peut être études sectorielles, prospectives ou des référentiels de compétences, etc., qui peuvent être mis en place par les branches. On va dire c'est très intéressant à titre d'information, mais concrètement, c'est déconnecté du terrain, et moi, je vois pas ce que je peux en faire dans mon quotidien. Et de fait, c'est vrai que les entreprises, elles le disent, j'ai l'impression, vous me direz si c'est ce que vous dites, on n'a pas le temps, on n'a pas de ressources à consacrer à ces sujets-là, il faut que ça aille vite. Nous, ce qu'on cherche, c'est une délégation totale de la résolution du problème. On veut du conseil sur mesure, adapté, on veut déléguer la résolution d'un problème si le problème il y a. Et on va se retrouver face à, de l'autre côté, des acteurs qui ont souvent une logique un peu clé en main, une logique de catalogue de dispositifs qui vont être à mobiliser. Alors, comment on fait pour dépasser un peu ce premier écueil ? Je vous disais, je sais pas trop, mais nous, ce qu'on essaie de défendre, c'est l'idée de dire, il faut forcément essayer de rentrer par les sujets qui parlent aux entreprises. Le chef d'entreprise ou la petite entreprise qui l'intéresse, c'est la production, c'est la compétitivité. Donc, lui parler d'un dispositif axé compétences, gestion des compétences, etc., ça n'a pas forcément de sens pour elle. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un travail de sensibilisation qui n'est pas facile à faire, mais où il faut essayer de les amener à considérer que le développement des compétences, c'est pas bien pour avoir une gestion des compétences, mais c'est bien parce que ça va leur permettre d'atteindre leurs objectifs. On va pas réussir à changer leur réalité, mais peut-être plus à faire de la réalité augmentée, où elles vont faire rentrer ces objets-là, mais dans leurs objectifs à elles de l'entreprise. Ça nécessite aussi de poser l'accompagnement comme un engagement réciproque. Nous, on voit qu'il y a certains acteurs qui ont un peu tendance à dire qu'ils veulent faire à la place d'eux, alors qu'il faudrait essayer de... Alors, c'est pas facile, évidemment, de se poser en termes de facilitateur et d'essayer de plus être dans une co-construction avec l'entreprise, ce qui demande,
aussi ce qui nécessite de dire à l'entreprise qu'il y a besoin de sa part d'un engagement. Si elle veut pouvoir être accompagnée sur certains sujets, ce sera un engagement, ça va prendre du temps, et que c'est que à ce prix-là qu'elle pourra réussir à trouver sa solution. C'est aussi côté accompagnateur l'idée de passer une logique de traitement à une logique de service. L'idée, c'est d'essayer d'entrer par le besoin de l'entreprise et pas par le dispositif. C'est évidemment, c'est dit comme ça paraît simple, mais je pense que c'est vraiment important. Et très souvent, on a été, et aussi à cause des exigences qui sont portées sur les accompagnateurs en termes notamment de reporting, on veut faire du chiffre sur tel ou tel dispositif, mais du coup, il y a un décalage qui se crée des fois avec les entreprises. Et ça nécessite aussi évidemment de faire des diagnostics systématiques avec les entreprises pour pouvoir lancer une relation d'accompagnement. Du coup, peut-être sur ce premier constat, quelques bonnes pratiques, des pistes qu'on on a identifiées. C'est vrai que la prestation d'appui conseil RH, PCRH, qui est portée par les DRETS, nous, on la trouve intéressante dans le sens où il y a dans le cahier des charges l'obligation qui est faite aux consultants de réaliser des entretiens avec le dirigeant, avec les encadrants, et que ça permet ce diagnostic-là. On a vu que dans d'autres dispositifs, dans d'autres prestations, c'était pas toujours le cas. On pose aussi sur la table l'idée d'un CEP pour les entreprises. Donc ça, c'est une piste de réflexion, une espèce de prestation unique qui serait délivrée par un tas d'acteurs avec plusieurs niveaux d'intervention pour que l'entreprise puisse trouver la forme d'accompagnement qui lui convient. Le second constat qu'on fait, là je pense que ça va parler aussi, c'est le fait qu'on a un écosystème qui est très complexe et qui est difficilement lisible pour les entreprises. Encore une fois, c'est des TPE-PME avec la tête un peu dans le guidon, qui n'ont pas les ressources ou même forcément l'envie de se repérer dans cet écosystème un peu complexe. Et on se retrouve avec une position un peu paradoxale où certaines entreprises disent être sursollicitées par un tas d'acteurs qui interviennent chacun sur leur champ d'expertise. Et d'un autre côté, il y a une méconnaissance assez large de ces acteurs et de leur domaine d'action. Nous, on a fait une grande enquête auprès d'un certain nombre d'entreprises, et ce qui ressort, c'est que l'OPCO, il est assez bien identifié, notamment parce qu'il avait ce rôle d'OPCA et que du coup, c'était un intervenant légal obligatoire pour les entreprises sur les questions de formation. Donc, il est identifié sur ce truc-là. Pôle emploi, le SPE est identifié sur le côté publication des offres et tout. Et en gros, c'est un peu tout. On a un certain nombre d'acteurs, pourtant importants, qui passent assez sous les radars. Et c'était assez pour nous étonnant de constater que beaucoup de gens ne les connaissaient pas. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui, quand elles connaissent ces acteurs-là, ont des fois une image un peu mitigée. Moi, j'ai travaillé à Pôle emploi dans le passé. J'ai pu voir ça aussi en entreprise. Alors, ça vient souvent d'une mauvaise expérience, et l'idée des trains qui arrivent pas à l'heure. On connaît SNCF ou La Poste en souffre aussi, mais voilà, il y a un manque de légitimité des fois qui est considéré que ce que pensent les entreprises, c'est ce manque de légitimité-là sur ces sujets-là. On a aussi au final des acteurs. Cette méconnaissance des acteurs et des dispositifs, elle est aussi partagée par un certain nombre d'autres acteurs. C'est là où on est à ces fonctionnements en silo qui font que chacun connaît son offre de service, mais pas forcément celle des autres. Et c'est évidemment encouragé par les logiques un peu de stop and go institutionnel incessant sur ces enjeux-là. Moi-même qui suis censé être un expert du sujet, si tant est que ça existe, je me perds un peu à suivre les évolutions légales, les dispositifs, etc. Du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu de cartographie, d'inventaire de ces acteurs-là qui a à faire sur les territoires, qui intervient pour les entreprises, mais aussi pour les autres acteurs, afin que ces autres acteurs ils puissent à minima donner une information de premier niveau et éventuellement rediriger vers les bons interlocuteurs. Du coup, nous, dans ce sens-là, on France Stratégie avec Centre Info essayé de travailler sur une cartographie de tous les acteurs qui interviennent sur le champ de emploi, formation, compétences, pour essayer de les identifier en un coup d'œil en fonction de leur offre de service et leur thématique. Peut-être vous alerter aussi sur une initiative que nous on a trouvé intéressante, qui existe pour l'instant dans les Hauts-de-France et qui vient d'arriver en Île-de-France, une start-up d'État qui s'appelle Place des entreprises, où l'entreprise sur un site internet peut venir déposer son besoin, poser une question, et elle sera rappelée par un membre du service qui est le plus compétent pour répondre à son sujet, aussi bien sur les sujets aide financière que compétences, que RH. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On espère que ça se développera un peu partout.
Et enfin, le dernier constat, et ce sera la fin de ma conclusion, de ma présentation, mais c'est le constat le plus important et peut-être le plus compliqué, c'est que outre qu'il est difficilement lisible, cet écosystème institutionnel, il est marqué par la difficulté à coopérer et par des fonctionnements en silo, comme je le disais. C'est vrai que rien que sur les enjeux d'emploi-formation, on va avoir des acteurs qui interviennent chacun sur leur champ propre et de manière assez étanche, on pourrait dire. Quand on voit typiquement l'exemple type, c'est les OPCO qui ont sont un nouvel acteur, enfin, une évolution d'un ancien acteur avec un domaine de compétences bien particulier. Ce sont les interlocuteurs privilégiés des moins de 50 sur les questions de formation, mais ils ne peuvent pas intervenir du tout sur des questions de RH ou de recrutement. Et du coup, c'est vrai que ça crée des rigidités qui vont être beaucoup dénoncées par les entreprises. On a aussi une coordination institutionnelle qui, des fois, peine à s'imposer. Nous, on fait un certain nombre d'auditions et c'est toujours assez parlant. On va des fois auditionner une DRET maintenant qui va nous dire « Oh là là, mais la région, ils sont pas compétents. » De l'autre côté, on va avoir ensuite une région qui nous dit « Mais pourquoi les services déconcentrés de l'État interviennent alors que c'est pas leur domaine de compétence ?» Alors, on voit, c'est très compliqué. Pareil, moi, je travaillais à Pôle emploi, c'est pareil. Pôle emploi, je sais que c'est compliqué aussi des fois d'arriver à travailler avec les acteurs, avec les collectivités. Et donc, on constate ça. Le dernier point, c'est aussi une évaluation des prestations d'accompagnement et de l'impact qu'elles peuvent avoir qui est assez limité. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut dépasser ces impasses ? Alors concernant le dernier point sur cette évaluation, c'est un peu systématiser la culture de l'évaluation et du suivi de tout ce qui peut être donné en matière de prestations d'accompagnement. Ça veut dire notamment renforcer la capacité de piloter les prestataires privés qui interviennent auprès des entreprises. Trop souvent, on leur donne des marchés et ensuite c'est vrai qu'on suit peu comment est-ce que ça se passe concrètement sur le terrain. Et pour le reste, écoutez, comment est-ce que cette difficulté à collaborer sur les territoires, on en est réduit à réaffirmer pour nous le fait que le territoire est la maille de l'action publique principale sur ces enjeux formation, compétences, et a fortiori dans un contexte de crise où on a beaucoup de besoins en transition professionnelle, et que peut-être que les branches, on se rend compte que c'est une maille peut-être trop fine et que c'est la maille du territoire qui est aujourd'hui la plus adéquate. Et on en est réduit à appeler de nos voeux une meilleure coordination et une meilleure coopération entre les acteurs du développement économique, les acteurs de l'emploi-formation, mais aussi tout ce qui peut être SPE, conditions de travail, etc., sur le territoire, dans le but d'instaurer des espaces de dialogue et éventuellement, peut-être un jour, d'envisager une hybridation institutionnelle et la création, je crois que c'était une expression de quelqu'un du JPalfa, de territoire de projet. Et du coup, quelle piste, quelle source d'inspiration sur ce sujet-là ? Alors évidemment, les plateformes d'appui qui sont mises en place dans le cadre de Transco constituent une piste, même si c'est une entrée par les dispositifs. Le PIC, évidemment, l'est aussi, on le voit avec IBC. Il y a un rapport qui vient de paraître, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un peu qui a été des grands économistes internationaux se penchent sur la France, etc., qui a fait la une des journaux, et ils proposent, l'une de leurs grandes propositions, c'est la création d'agences régionales pour l'activité économique. C'est une espèce de guichet unique, SPE, France Compétences, Agence d'Eveco et BPI France. Donc, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant, c'est juste une piste. Et sinon, du côté des sources d'inspiration, ce que le projet que nous on a le plus mis en avant dans notre rapport et qu'on essaye un peu de donner de la visibilité parce que c'est ce qu'on a repéré comme étant le plus intéressant, je pense, aujourd'hui sur ces sujets-là et qui peut permettre de démêler ces écueils-là, c'est typiquement IBC. Du coup, je suis assez curieux de savoir si cette espèce de diagnostic que je viens de vous partager, justement, c'est quelque chose qui fait écho à vos pratiques. Et voilà, et vraiment IBC pour nous est vraiment ce qui se fait de mieux et je dis pas ça parce que c'est devant vous, Amélie pourrait vous le dire, vraiment un projet que nous on suit beaucoup à France Stratégie et qu'on espère qui fera école. Donc voilà un peu pour ma présentation. Si vous avez des questions, et sinon on peut essayer d'en discuter tous ensemble. Merci Vincent. Puis alors, quelle conclusion? Non, mais c'est pas pour vous jeter des fleurs, sincèrement. Je sais que c'est difficile aussi, peut-être ça, sur le terrain, tout ne se passe pas. Mais je veux dire, sur le projet, la manière institutionnellement dont c'est conçu, l'idée de faire parler les acteurs, de faire remonter
l'information des entreprises, de la mettre en commun, de faire que tout le monde se parle. Enfin, c'est un peu d'équivalent et vraiment, moi, je trouve ça c'est assez génial. Donc, bravo JPalpha. Ouais. Et alors justement, alors j'ai envie de dire, là, il faudrait que vous donniez, vous qui participez, qui avez écouté toutes ces informations, est-ce que vous pourriez justement faire le pendant pour dire à Vincent, ouais, ça marche super, ou alors au contraire, c'est pas facile, ou mon expérience, c'est différent. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de dire, voilà, moi, je trouve qu'on n'en est pas à l'objectif. Voilà, allez-y, prenez la parole. Moi, j'ai une question. Il y avait la notion de le territoire et la bonne maille. Vous disiez, mais je me demandais si c'était parce que territoire, on l'utilise à la fois pour parler du territoire régional, du territoire départemental, du territoire local. Quand vous dites territoire, c'est la bonne maille, c'est au sens l'approche plutôt géographique. C'est ça la bonne maille ou ça renvoyait à un échelon territorial? Non, je pense que c'est pas un échelon territorial à proprement parler, mais plutôt le territoire effectivement comme un espace de coopération, territoire évidemment géographique, mais même qui peut être un croisement entre du géographique et du secteur. Mais je veux dire, l'idée, c'est de dire, nous, on pense quand même que l'idée, ce serait d'aller vers confier plus de compétences quand même. Aux acteurs de territoire et d'essayer typiquement quand on dit la bonne maille, c'est moi ce que je vois typiquement quand je travaillais à Pôle emploi, c'est que Pôle emploi, le territoire n'existe pas. On a une organisation territoriale, mais je veux dire ça reste une organisation complètement descendante et c'est peut-être à cause de ça qu'il y a une difficulté des fois à collaborer avec des acteurs du territoire parce qu'on n'a pas du tout une logique, une approche par le territoire dans l'organisation. Ça ne veut pas dire que des gens qui travaillent dans une direction territoriale, dans une direction régionale de Pôle emploi ou dans une agence, eux n'ont pas cette sensibilité-là. Mais l'organisation fait très peu de place aux spécificités du territoire. On le voit aussi, ça commence tout juste, toute cette idée d'arriver à identifier les métiers porteurs d'un territoire en fonction des spécificités locales, des choses comme ça. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est compliqué dans la mise en place. C'est très tôt encore, mais effectivement, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on vise et on en reparlera tout à l'heure. Mais ça nécessite, de l'expérience qu'on conduit et de ce qu'on voit porté par les animateurs qui sont présents aujourd'hui, qui ont quand même pas mal avancé pour la plupart dans la démarche, on voit qu'en fait, c'est le bout du bout. Tu vois, c'est ce qu'on vise, d'arriver à identifier les besoins en compétence des territoires, c'est ce qu'on vise au bout du bout, mais qui nécessite un effort et un investissement très important de la part des animateurs. Et donc, c'est pour ça que on étale les choses dans le temps et on prend notre temps et on lâche pas l'objectif, mais ça se fera pas finalement. On avait dit, allez hop, la période du pic, c'est parfait. Là, on est en train de se dire, non, mais c'est tellement culturel que il faut y aller tranquillement et à autant de chacun, quoi. Moi, j'avais une remarque sur les conditions de travail. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et peut-être, Vincent, malgré tout, tu pourrais de temps en temps nous remettre aussi tes slides avec tes constats, parce que si les collègues ne les ont pas forcément en tête, ça pourra peut-être les aider. Mais sur les conditions de travail. Donc nous, on travaille avec la RACT régulièrement. Alors je ne sais pas vous sur le territoire comment ça se passe, mais on les invite pas. Je ne sais même pas s'ils ont les moyens d'être présents au niveau de vos territoires, parce que dans l'écosystème, on a mis en place, on essaye de relier les acteurs de l'emploi, de la formation, de l'orientation, de l'économie. On a rajouté les acteurs du logement et de l'insertion, avec aussi l'insertion et du département ou département insertion, mais l'insertion, ça peut aller beaucoup plus loin que les départements. Par contre, les acteurs de la RACT et au niveau encore plus territorial, on les a pas. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous expliquer comment tu vois les choses sur cette maille conditions de travail? Comment ça nous aiguillera? Comment ça nous aidera? En fait, moi, je le vois typiquement par parler avec des acteurs sur des questions si tu veux, des enjeux typiquement difficulté de recrutement. Prenons l'exemple type dans l'aide à la personne, le secteur de l'aide à la personne.
Donc tu vas avoir d'un côté un truc un peu difficulté de recrutement. Donc déjà, est-ce que ça embarque la question de Deveco, ça c'est encore autre chose, mais il y a un côté de difficulté de recrutement. Et sans que tu prennes en compte le fait que, en réalité, l'acteur ARACT, et sur certains territoires, il y a eu certaines expérimentations qui se sont faites, par exemple, où l'ARACT va mettre à disposition des acteurs de ce secteur-là, tu veux quelqu'un qui les accompagne sur leur organisation du travail, qui va du coup avoir peut-être un effet sur les conditions de travail, et du coup, qui va conduire à moins de turnover, etc., etc. Donc, tu vois, typiquement, quand je dis embarquer l'ARACT, c'est que eux, c'est carrément les gens qui sont vraiment très rarement, comme tu disais, inclus dans ces projets-là. Et si tu veux traiter la question des difficultés de recrutement et que tu as les entreprises qui viennent te voir, j'ai des difficultés de recrutement pour faire des services d'aide à la personne, tout ce qui peut être entretien, agent d'entretien, etc. L'ARACT, pour moi, dans l'écosystème, tu vois, ça existe à niveau territorial, ça a du mal à s'implanter, là encore. Mais ça, pour nous, et je pense que, encore une fois, c'est au service des entreprises, en fait. C'est pas, bien évidemment, c'est pour les salariés. En l'occurrence, c'est quand même l'ARACT, c'est pour avoir des meilleures conditions pour les salariés. Ça permet de répondre à des enjeux que peuvent rencontrer les entreprises. Et là, encore une fois, la connexion se fait pas forcément. Et c'est là où l'écosystème institutionnel devrait essayer, lui, de tisser les liens pour que l'entreprise, elle puisse venir par un bout et tirer les fils et se voir accompagner sur ces enjeux de recrutement, mais peut-être aussi sur ces enjeux. Moi, j'ai l'impression qu'une entrée qui marche bien avec les entreprises, enfin, on a toujours un problème, en fait, c'est ce qui marche bien, c'est les stratégies de territoire. Là, c'est un terme qui apparaît de plus en plus. Et les stratégies de territoire, c'est un terme des COMCOM. Dans les communautés de communes, ils ont des stratégies de territoire qui intègrent des stratégies emploi. Et j'ai remarqué que nos comités d'acteurs locaux qui marchaient bien, il y avait deux choses. Souvent, il y a une animation, une assise ou une implication assez forte de quelqu'un qui vient plutôt du Deveco. Je pense que ce système de l'argent fait sans doute aussi qu'il y a des liens avec l'entreprise ou avec les acteurs qui, enfin en tout cas, je trouve que quand il y a le Deveco qui est plus devant que les acteurs identifiés comme SPE ou au sens large, je trouve que ça fonctionne bien. Évidemment, c'est des acteurs de territoire. Et quand on arrive, et là, on commence à l'avoir à 2-3 endroits, à se dire, tiens, comment ça marche aussi avec, évidemment, CCI, etc., sur les territoires. Et quand on arrive à relier ça, là, j'ai l'impression que c'est juste là pour certains. Mais si on arrive à intégrer nos groupes dans les stratégies de territoire des COMCOM, là, je me dis qu'on a un cadre qui est porteur et qui justifie de regrouper tout le monde. Et je trouve qu'il y a moins de conflits de positionnement qu'il peut y avoir entre acteurs du SPE, entre acteurs des uns et des autres, qui est le chef de file, qui ne l'est pas, comment on se positionne. Je trouve que dans la pratique, ça génère quelque chose d'un petit peu facilitant. Et les collègues des territoires, qu'est-ce que vous en pensez de cette remarque? Je pense à Olivier, par exemple. Est-ce que toi, ça t'évoque quelque chose par rapport à ton positionnement Par rapport à l'ARACT ou par rapport au… Non, par rapport au pilotage, au pilotage ou à l'investissement des acteurs du Deveco. Rattaché, toi, c'est la métropole d'Orléans. Donc du coup, est-ce que par rapport à ton positionnement, le fait que les acteurs de l'éco, s'ils étaient plus présents, est-ce que ça pourrait changer les choses Ouais, complètement. Alors nous, on a en plus, ça les démange les COMCOM. Pardon, excuse-moi. C'est d'aller sur l'emploi qu'ils n'ont pas et que ça les agace pour leurs administrés. Là, je parle des COMCOM, pas des métropoles. Ça dépend des territoires. Nous, on a un peu de mal à travailler avec les acteurs du Deveco. C'est pas faute de nous d'avoir la volonté de travailler avec eux, mais parfois c'est compliqué. Je sais qu'à Jean-Philippe à Dreux, ils sont plus intégrés, donc ils travaillent bien ensemble. Nous, DevUp, on a peu de contacts et c'est un peu compliqué. Mais il y aura un intérêt majeur. Oui, tu disais, Thomas? Pour moi, pas que DevUp, parce que c'est DevUp, mais c'est aussi les développeurs économiques des consulaires, c'est aussi les développeurs éco des COMCOM. DevUp est complètement aussi, mais pas que. Pour moi, presque plus les développeurs
écho des Comcom, qui je trouve sont des… quand ils sont relais, je trouve que c'est très facilitant pour que ça s'articule autour du territoire. Mais moi, je suis pas en grosse expertise là-dessus, donc c'est peut-être, c'est peut-être c'est assez neuf pour moi. Corinne, je vois que tu as levé la main. Juste pour signaler que nous, les 2 développeurs éco des territoires, puisque les 3 Comcom se sont mis en entente économique, donc les 2 développeurs éco du territoire font partie du CAL depuis le début. En général, ils sont présents. Après, dans la vraie vie, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure au sol, il y a quand même une vraie concurrence, il faut être clair. Il faut que quand on met des projets en place, il faut bien faire attention qu'ils n'empiètent pas sur les compétences des uns et des autres au risque de les faire échouer. Et donc ils sont présents. Et, on est plus, nous, dans les autres acteurs locaux sont davantage dans le partage que eux ne le sont dans le retour. Mais c'est vrai pour les développeurs économiques, mais pas que, puisque là, on vient d'encore avoir une énième mauvaise expérience de collaboration au niveau du territoire, qui montre bien que ce que décrivait tout à l'heure Monsieur Vincent Donnet sur la concurrence, sur le silo, sur la bataille que mène chacun pour prouver qu'il existe, et dire que c'est lui qui fait aussi parfois, ça apporte des choses catastrophiques, et que même si, catastrophique, le mot est un peu exagéré, ça apporte des choses qui ne sont pas toujours très efficaces, rarement efficientes en tout cas, et qui font qu'il y a une vraie perte de temps à s'occuper de projets qui de toute façon ont été gérés en sous-marin par d'autres et qui vous ont échappé alors que vous y avez quand même passé un certain temps. Et c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai qu'on le vit tous. Là, je viens d'échanger tout à l'heure vite fait avec la mission locale. On vit tous à la fois cette grande idée de partage où chacun fait aussi son marché, il faut être clair, et où chacun repart avec des billes, et ça n'empêche pas de continuer chacun sa route. Alors, il y a des belles collaborations, et nous, c'est notre métier aussi de faire en sorte qu'elles aboutissent, ces collaborations, sur des choses qui prouveront que ça a du sens de travailler ensemble, mais ça peut être parfois un petit peu décourageant, je dis pas démotivant, mais décourageant sûrement, quand on voit que finalement ce sont des beaux principes, voilà. Mais bon, en même temps, moi, je trouve, je l'ai dit tout à l'heure, que IBC est un formidable outil, mais il ne faut pas que le visiter. Il faut y croire et s'allier et l'imposer aussi à nos têtes pensantes, parce qu'il n'y a pas que les gens du territoire. Moi, quand je parle de territoire, je parle toujours très localement, non pas par nombrilisme, mais parce que nous, on est entre 2 gros territoires éminemment puissants que sont Orléans, métropole, et la région parisienne. Et donc, nous, on a vraiment une spécificité. Et pour nous, le mot territoire, il est forcément localisé à nos petites communes, à nos 78 communes pour 64 000 habitants, parce qu'on a une vraie spécificité et qu'on est tellement vampirisé par le côté qu'il faut presque qu'on l'affirme sans arrêt pour avancer. Et malheureusement, les décisions qui sont prises par les supérieurs, par les instances territoriales plus englobantes, comme le département, mais surtout chez nous, la région, elles sont un peu broyantes, parce que c'est pas parce que les gens du local voient un certain nombre de choses que les gens du local sup vont les accompagner dans ce sens-là. Pour l'instant, l'animation est suspendue. On voulait organiser un événement avec Thomas, mais comme on ne pouvait pas faire des choses en présentiel, pour l'instant, on n'a pas bougé. Mais bon, je me suis dit peut-être qu'on pourrait relancer l'organisation et puis parce que nous, on est en contact au quotidien avec les chefs d'entreprise. C'est notre mission d'accompagner les nouveaux chefs d'entreprise et les chefs d'entreprise qui veulent développer leur activité. Et c'est vrai que le point de blocage, quand on parle c'est difficile de trouver une phrase d'accroche. Parce qu'ils sont intéressés, j'en ai parlé avec quelques chefs d'entreprise qui sont intéressés,
mais encore faut-il trouver le mot Oui. d'accroche, quoi. Et puis surtout de trouver le temps, parce qu'ils sont dans le guidon, comme on dit, à faire développer leur activité. J'ai repéré quelques chefs d'entreprise, pourtant, qui auront vraiment besoin de se poser et puis d'être accompagnés, justement, ne serait-ce que dans déjà j'ai vu tout à l'heure sur un PowerPoint, c'est le rôle du gérant. Comment développer son business en mettant l'accent sur la gestion de compétences, parce qu'il y a aussi la compétence du chef d'entreprise, je pense, à mettre voilà, tout en haut, parce qu'il y en a beaucoup. Là, il n'y a pas plus tard que cette semaine. C'est basique, mais il y a beaucoup de choses ils connaissent bien leur métier, mais quand on va sortir un peu de leur cœur de métier, ça devient chinois. Et voilà, et donc nous, on peut, quand on a le temps, on peut, mais on ne peut pas vraiment donner autant de temps pour les accompagner. Donc, moi, j'ai pensé à peut-être, il y a le club, on va essayer, on est en train de relancer notre club, là, Club des entrepreneurs. Et puis, on va essayer, j'ai pensé à des after-work, peut-être, pour prendre moins de temps aux chefs d'entreprise, et puis de trouver un document très résumé de ce que c'est l'IBC pour les attirer encore plus, quoi. Oui, c'est vrai. Et c'est très juste. Hein. Et puis Thomas faisait des commentaires. Le fait d'accrocher, comment on accroche l'entreprise sur cette question de compétences, c'est très compliqué. Et les plaquettes qu'on a faites, elles auront aussi intérêt peut-être à être revues, refaites, avec juste quelques mots. Alors, Alice avait travaillé sur des argumentaires très light au travers d'une slide de PowerPoint pour mettre en avant la valeur ajoutée pour l'entreprise. Et puis j'ai l'impression, Vincent, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, faut pas tout lui dire à l'entreprise. C'est pas, enfin, j'ai l'impression que c'est ce que tu disais dans ton PowerPoint. C'est pas la peine d'aller lui parler du bénéfice au bout du bout et que ça aidera aussi les acteurs du service public. En fait, ou les référentiels. Il faut aller et peut-être la stratégie de développement, la performance éco, la performance sociale de l'entreprise. Je pense qu'il faut en rester là et de dire, voilà, on va travailler sur ces questions-là et ça vous aidera. Je pense qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. Le reste, c'est notre soupe, j'allais dire. Mais effectivement, après, c'est ce que nous, on essaie de défendre, c'est cette idée de dire, en fait, à la limite, la compétence, c'est une conséquence, on s'en fiche. En fait, il faut lui parler de business, déjà parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va l'embarquer. Donc, faut lui parler. Typiquement, nous, je vois sur les petites entreprises qu'on a pu rencontrer beaucoup, il faut lui parler recrutement, en fait. Lui, son enjeu, ça peut être ça. J'ai du mal à trouver. Et en fait, à la limite, et c'est pas de la manipulation, mais on lui parle même pas des compétences. Mais en réalité, le but, c'est de l'amener à lui mettre en place des pratiques, des choses que nous on va appeler gestion des compétences, logique compétences, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin, et c'est là où on n'a pas besoin de lui donner forcément tout l'instrument, le machin et tout. Je pense que c'est ça. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, mais ce que vous disiez sur le profil des employeurs, c'est vraiment très très important, parce que c'est marrant, parce qu'il y a des études au niveau national sur des trucs tout bêtes, mais on se rend compte que si un employeur par exemple a lui-même eu accès à la formation, il va être beaucoup plus enclin à envoyer ses salariés en formation. Et c'est quand même fou, parce que ça sort dans des statistiques, hein, je veux dire, où on voit en fonction du profil. Et c'est là où on se dit qu'il y a quand même un truc très sensibilisation, très parler de personne à la personne. Et c'est là où il faudra toujours parler du business. Et c'est en essayant de le sensibiliser là-dessus, en fait. Mais bon. Après, il y a des dispositifs qui doivent suivre, etc. Mais je veux dire, il y a cette relation de la première, en fait, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des mains levées? Oui, Thomas.
C'est vraiment, c'est cette notion d'expérience utilisateur et là-dessus, on a vraiment des marges de progrès parce qu'on part beaucoup de nous en fait et pas assez de eux. Faut vraiment penser, c'est comme si on arrivait, le gars, il est dans son terrain vierge avec sa petite cabane. Nous, on veut lui construire notre super château des compétences. Et puis, c'est comme le gars qui arrive et on lui dit, ben, puis il faudra rajouter une tourelle. Et puis, n'oubliez pas, quand il y a la tourelle, ça veut dire qu'il y a des maîtres d'œuvre. Mais alors, attention, ça, c'est classé. Et puis là, il faudra bien penser à l'assainissement, etc. Et là, le mec, on le perd, quoi. Alors qu'il faut juste lui dire, ah oui, tu veux faire ton super château, bah écoute, super, on se revoit quand, on se revoit demain, t'as un croquis, génial, je prends, bah tiens, écoute, je vais te présenter un gars qui, ton croquis, pour pas cher, il peut te le faire mieux. Ok, puis on fait ça. Et lui, il va être content, il va faire son croquis en mieux. Puis une fois qu'il a fait son croquis en mieux, il va dire, ouais, j'ai fait t'as fait ton croquis, c'est sympa là, c'est sympa, ouais, t'as vu, il y a de la couleur, il y a des machins, il y a des bidules. Bah tiens, si ça t'intéresse, il y a un gars qui peut venir te voir parce que lui, je sais qu'il sait faire ça. Mais c'est vraiment en expérience utilisateur, l'emmener au fur et à mesure et lui faire vivre ces expériences-là. Et sans qu'effectivement il s'en rende compte, c'est un peu, moi, ça m'évoque ce qu'on dit souvent en formation management. C'est comme si des fois on voulait rendre les gens pas bons managers, c'est comme si on voulait les rendre formateurs en management. En fait, quand des gens viennent, ils veulent que ça marche, ils veulent que ce soit performant dans leur activité, mais ils veulent pas forcément en comprendre les mécanismes, la logique, et ils en ont pas besoin. Donc, comprendre ce qu'est la compétence, son fondement, d'où ça vient, etc. Bah ça, c'est à nous en fait de le savoir derrière. C'est les comités d'acteurs locaux. Et de le mettre à son profit. Mais lui, il n'a pas à devenir un expert de la compétence. Il le deviendra au fur et à mesure, c'est là où il y a l'astuce. Mais si on lui dit tu vas devenir un expert de la compétence, c'est comme si nous, on nous disait bah, tu vas savoir faire, tu as un compta d'entreprise sur 4 ans comme un chef. Bon, on s'en cogne. Voilà. Et pour en revenir à la question de l'implication des acteurs du DevEco, parce que ça reste, je pense que de manière commune entre tous les acteurs qui sont aujourd'hui ici, ça reste l'objectif à atteindre, un peu le Graal de dire comment on travaille avec eux en bonne intelligence, voilà, avec les yeux qui brillent, etc. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est en mettant en œuvre des actions de territoire qu'on y arrive. Et je pointe Corinne, là, la réunion qu'on a faite cette semaine à l'initiative donc du PETR qui essaye de mettre en place un événement pour permettre aux acteurs du territoire t'en parleras mieux que moi, Corinne, aux acteurs du territoire de venir à la rencontre des entreprises et les entreprises du territoire de se présenter aux acteurs. Mais là, on est dans un truc qui a amené tout de suite les acteurs du DevEco à être présents dans la salle. Et donc, c'est aussi, alors c'est pareil, j'ai l'impression que c'est ce que tu nous disais, Vincent, c'est de dire on part de l'action terrain, et en proposant des choses, des collaborations, en proposant, on vous remet une cartographie des acteurs du territoire, on parle de trombinoscope, le numéro de téléphone, etc., des trucs hyper opérationnels. Là, on amène de la collaboration, de l'envie de travailler ensemble et sans s'en rendre compte, tout le monde se connaît mieux et travaille plus intelligemment. Corinne, oui. Oui, je voulais juste ajouter, merci Amélie d'avoir parlé de cette action, je voulais juste ajouter qu'en travaillant avec Olivier donc d'Orléans et puis Cécile de Montargis-Gien, on s'est dit qu'on pourrait tout de suite la départementaliser, cette manifestation. Alors, non pas pour la faire une fois pour tout le département, parce que c'est le contraire de ce qu'on veut faire, surtout dans l'implication des acteurs locaux, mais la faire 3 fois avec des acteurs qui sont départementaux, notamment comme la PEC, comme la RACT, auquel moi j'avais pas pensé, mais c'est une excellente idée, comme d'autres, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait les mêmes interlocuteurs et que du coup, si on leur propose de s'investir dans ce premier groupe de travail qui de toute façon restera celui de Pithiviers, le premier, ils vont s'investir qu'une seule fois pour les trois lieux. Et du coup, ça va renforcer leur investissement et on va pouvoir modéliser tout ce qu'on va inventer ensemble. Du coup, on sera encore plus nombreux pour y réfléchir et ce sera encore plus facile, notamment sur le jeu, qui va quand même être un gros boulot. Et du coup, voilà, ça permettra une publicité plus forte, un investissement plus rentable et donc une présence plus engagée d'acteurs pour lesquels le petit territoire qui est le nôtre, en termes de petite ville, machin, petit bassin d'emploi, est trop petit.
Du coup, donc Jean-Philippe de la Maison de l'Emploi de Dreux. Effectivement, moi j'étais sur IBC il y a quelques temps et puis j'ai complètement stoppé avec le Covid. Mais du coup, c'était juste de réexpliquer un petit peu comment j'allais redéployer les choses et aussi pour que Thomas soit au courant et pour qu'on puisse rééchanger plus tard là-dessus. En fait, nous on va se positionner sur l'appel à projet tiers-lieu compétences. Donc on souhaite déposer une réponse à l'appel à projet de la région à la rentrée de septembre-octobre. Et en fait, la démarche IBC, moi, j'aimerais l'intégrer complètement dans l'animation de ce futur lieu. Et donc voilà, peut-être qu'il y aura un besoin de revoir un peu les modalités, peut-être d'aller plus loin. Parce qu'effectivement, c'est un gros projet et du coup, ça pourrait vraiment venir conditionner toute l'animation du lieu. On pourrait vraiment partir de IBC pour derrière associer l'ensemble des différents écosystèmes qu'on a nous sous le coude dans notre tiers-lieu, entre l'entrepreneuriat, le numérique, la formation, tout ça. Donc voilà, c'était juste de repréciser. Et je pensais à ça par rapport à ce que disait tout à l'heure Thomas sur les stratégies de territoire. Alors nous, effectivement, c'est pas l'agglo qui va prendre le pas là-dessus, mais je pense que si, en tant que structure de l'emploi, on arrive à se positionner sur des projets structurants de ce type, on est en capacité d'avoir cette posture un peu plus d'Eveco et un peu plus stratégie de territoire avec ce genre de gros appels à projets qui viennent du coup retravailler la notion de compétence et l'animation de l'approche compétence sur le territoire. Donc voilà, c'était juste de reparler de ça dans le sens où je pense que ces appels à projets, c'est une opportunité pour réintégrer les choses pour le coup. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que merci Jean-Philippe pour ce point important, ouais, parce qu'il faut que ça s'intègre dans votre vie sur vos territoires. C'est pas uniforme et c'est au contraire à façon en fonction de ce qui se passe chez vous et de vos stratégies. Il y a une autre entrée qui a été abordée dans la présentation de Vincent, c'est l'entrée transition collective entre AT Pro, transition pro, bon voilà, transition collective, qui a demandé un investissement fort pour vous sur certains territoires qui sont d'ores et déjà engagés et qui pourtant ne donnent pas forcément je parle de AT Pro qui est avec nous là ce matin, qui donne pas encore des résultats tout à fait concrets. Mais pour autant, on est complètement dans la démarche, c'est-à-dire que ce qui se passe sur ce dispositif qui est un peu enfermant parce que il est centré, voilà, signer votre GEPP et signer ce dispositif-là. Mais si on arrive à l'élargir en disant bon, il n'y a pas que AT Pro, il n'y a pas que Transco comme solution, et ben je pense qu'on est complètement dans l'écosystème qu'on veut créer, c'est-à-dire comment on fait pour que le process de réponse à l'entreprise se monte, s'organise. Et je trouve que ce que fait en ce moment AT Pro avec le cabinet vraiment sur notre territoire, on est accompagné, AT Pro est accompagné par un cabinet pour justement partir des usages, des acteurs de territoire et redessiner comment du besoin d'une entreprise on peut finalement aller chercher tel ou tel acteur. Donc moi je suis je suis pas retournée voir AT Pro, Delphine est là et je m'en excuse parce que j'ai pas fait le lien, mais j'espère le faire pendant l'été. Et je compte vraiment aussi pour mettre en lien IBC avec ce projet-là, parce qu'il a tous les ingrédients pour que les deux mis ensemble, IBC avec Transco, on arrive à faire des choses qui soient vraiment utiles pour vos territoires. N'hésitez pas à aller regarder le rapport. Et puis en plus, Vincent a mis l'infographie avec le résumé des actions, des préconisations. C'était super bien fait. Donc n'hésitez pas à les regarder, ça vous permet de prendre de la hauteur. Moi, juste avant de terminer, parce que ça fait juste pour partager avec Vincent, nous avons aussi hier pu bénéficier de la présentation de Pascal Moulette, mais je pense que j'en avais déjà parlé. Vous n'étiez pas nombreux à avoir pu participer à cette heure d'échange. Mais ça doit se répercuter. En fait, Pascal Moulette, c'est un spécialiste de l'illettrisme, un expert sur les situations de l'illettrisme, mais il a la même logique que la nôtre, sauf qu'il l'a mise en œuvre sur les situations de l'illettrisme. Il est allé chiffrer. Et en fait, pour aller voir l'entreprise, pour lui dire vous avez un intérêt à travailler sur ces questions d'illettrisme,
il leur dit, écoutez, moi, je vais vous calculer combien ça vous coûte. Et en fait, il a développé un outil pour mesurer très rapidement combien ça coûte à l'entreprise. Ça coûte entre 2 à 6% de sa masse salariale, avec des choses assez concrètes qui sont, en fait, si vous n'investissez pas sur les compétences de vos salariés et qui sont en difficulté par rapport à ces questions de lecture, écriture, compréhension, vous allez avoir des stratégies d'évitement, l'intervention du manager N+1 qui vont se chiffrer en heures de travail supplémentaires. On refait le travail, on recommence. Le salarié, il va être moins efficace aussi parce qu'il va venir au travail, et il le dit dans les verbatims qu'il nous a montré hier, il arrive au travail, il a la boule au ventre parce qu'il est obligé d'aller voir un collègue pour se faire aider, etc. Et il traduit ça en un pourcentage de la masse salariale de l'entreprise. Donc là, on est sur un argumentaire. C'est pour ça que je vous avais invité à venir écouter Pascal Moulette. On est typiquement sur un levier très fort à présenter à l'entreprise. Et là, c'est pareil. Donc, dans les méthodes de travail, je pense que Vincent, je voulais qu'on partage ça parce que on a fait ça très vite en 1 heure de temps. Donc voilà, on va le refaire. Mais moi, je souhaiterais que les personnes impliquées de la NLCI qui vont dans les entreprises pour faire ce travail d'analyse et de chiffrage en argent sonnant et trébuchant, même si on sait que ça sert la politique sociale de l'entreprise, on parle argent aux entreprises et comme ça, elles se bougent un peu plus vite. Et bien en fait, il y a cette démarche de formation. Pascal Moulette, il va former tous les intermédiaires comme nous à savoir analyser le poste et à savoir parler aux salariés justement lui disant « Ok, maintenant tu vas me dire ce que tu fais tous les jours. » Donc, on n'est pas sur l'analyse des compétences tout à fait comme les nôtres, mais qu'est-ce que tu fais? On regarde qu'est-ce que tu fais et on pointe. On met une croix là où, toi, là, ça te pose difficulté parce que tu as du mal à comprendre la consigne, c'est trop compliqué ce qui est écrit là, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure de cet entretien qui va durer peut-être 1 heure sur le poste, après, il va y avoir une analyse quali qui va être faite par Pascal Moulette ou les acteurs qui travaillent avec lui. Et retour, partage avec le salarié et la direction de l'entreprise. Et en fait, on déconstruit toute cette peur et on en parle librement. Et après, finalement, le chef d'entreprise, il se dit « Ah ben non, mais j'avais pas compris, quoi. J'avais pas vu. » Et on déconstruit un peu tout ce « Ah, mais vous vous rendez compte, j'ai un salarié, il est en difficulté, tant pis, j'ai pas le temps d'investir, etc. » Là, on commence à regarder les choses différemment. Donc, il nous a expliqué ce process de analyse terrain, analyse quali terrain, je confronte ça avec la direction, je confronte ça avec le salarié en lui disant voilà ce que j'en ai vu, et après on va faire une analyse quanti. Eh ben allez, je vous chiffre combien ça vous coûte par an. Et puis à la fin, en général, on signe quand même un engagement sur 1 à 2 ans pour aider les salariés et puis et avancer. Donc, on est complètement dans cette démarche. Moi, je vous invite à aller regarder ce replay parce que ça vous donne des arguments chocs à Lyonka, franchement, pour aller démarcher l'entreprise, c'est super. Ouais, ça pointe là où ça fait mal. Mais c'est la même logique. Et ce que disait Corinne, tu étais là avec nous, tu disais à juste titre, on part d'une démarche qui est de focaliser l'illettrisme parce que c'est son domaine d'expertise. Mais en fait, vous prenez un peu de recul et ça concerne n'importe quelle thématique de l'entreprise. C'est pas c'est pas l'illettrisme uniquement, c'est l'ensemble des compétences qui peuvent être affectées à ce modèle qu'il a développé. Donc je voulais vous dire ça parce que c'est vraiment une idée, des argumentaires, des choses pour vous aider dans votre activité au quotidien. Ouais, donc voilà, nous on voulait vous présenter les dernières actualités du projet. Donc c'est pareil, vous me coupez la parole, sinon je parle beaucoup. Donc ça, l'intervention de Pascal, je voulais vous dire qu'on va essayer de vous faire ça régulièrement, de vous amener du contenu pour vous aider dans vos missions à aller à la rencontre des entreprises et à vous donner du contenu le plus pertinent possible. Donc ça, c'est plutôt pour vous. N'hésitez pas. Donc Pascal hier, Vincent aujourd'hui. Donc ça, c'est important pour construire vos argumentaires. Maintenant, dans l'actualité, moi, je voulais vous dire, on a l'AISC, le fameux dispositif appui individuel à la stratégie de compétences, qui s'inscrit
complètement dans l'écosystème, qui ne doit pas être en concurrence, qui ne doit pas être l'unique dispositif qu'on met en avant. C'est pas du tout ce qu'on fait. Simplement, c'est celui qu'on finance. Donc, je vous informe, il était pris en charge l'année dernière à 50%. Aujourd'hui, il est pris en charge à 90%. Donc, ça veut dire que le reste à charge pour l'entreprise, 10%, ça reste hyper faible. On a 4 prestataires qui peuvent intervenir, Evolus, Argonaut, Energia, SBP Travail et Organisation. La marche à suivre qui est disponible sur le site Étoile et sur le site La Place. N'hésitez pas, moi j'ai eu avec Valentin, on a rencontré les prestataires hier et on les missionne pour qu'ils puissent venir présenter ce qu'ils font dans le cadre de cet appui individuel à la stratégie compétences. Dans vos calls, ils peuvent venir faire une présentation. Ils sont là pour ça, les uns les autres. Ils sont prêts, ils sont au taquet. Donc, n'hésitez pas. Et dans l'articulation qu'on est en train d'inventer, alors au fur et à mesure avec les OPCO, et donc là, je me suis engagée d'ailleurs auprès des prestataires à formaliser comment ça se passe en fonction des OPCO. Mais enfin, la logique, c'est les diagarages ou les PCRH en région Centre-Val de Loire sont assez orientés action-solution. Voilà, ça peut être différent d'une région à l'autre, mais enfin chez nous, on est surtout sur une prestation qui est assez courte et qui est orientée solution. L'AISC, il va être sur une démarche amont, qui peut prendre du temps. C'est possible d'aller jusqu'à 15 journées d'accompagnement pour faire une stratégie compétence. Donc, on est sur un autre modèle. Donc, une entreprise qui a envie de se poser, de se faire aider pour mettre en lien sa stratégie d'entreprise avec ce sujet des compétences. Comme c'est un peu compliqué, là, 90% pris en charge, faut pas hésiter. Et puis, on fait le lien aussi avec le dispositif CCI Jump. Et là, je rebondis sur l'animation qu'on a faite à Tours Métropole en début de semaine où CCI Jump, ils font un appel téléphonique auprès des entreprises qui permet de dresser un constat sur l'ensemble des thématiques de l'entreprise, que ce soit les thématiques du numérique, de la stratégie commerciale, du RH parmi d'autres. Et donc c'est pareil, ça peut être un pied d'entrée pour aller proposer d'autres types d'appuis, que ce soit effectivement PCRH, DiagRH ou un AISC. Juste une question pour moi sur la localisation des acteurs. Tu veux dire des prestataires? Oui. Alors, normalement, ça ne doit pas jouer, je te préviens. Ils sont censés intervenir partout, vous le souhaitez, en Centre-Val de Loire. Non, je pense plutôt au CAL. Quand ils sont dans les CAL, si on peut prendre quelqu'un qui n'est pas trop loin, c'est pas plus mal. En fait, c'est le hasard, parce que c'est le hasard des marchés publics. Mais bon, Evolus, ils sont plutôt sur le 45, Argonaut plutôt sur le 37 et le sud de la région, Energia 45 et SVP 37. Les territoires, vous vous êtes engagés soit sur des comités d'acteurs locaux, soit sur des clubs compétences. Au début, on vous avait dit, on vous met en route 3 réunions et puis après, allez, vous êtes des pros, tout va bien, vos acteurs sont sensibilisés, il n'y a pas de problème. Ce qu'on a vu quand même, c'est que vous aviez une démarche qui avait besoin de se poursuivre. Donc ça, c'est ce qui a été autorisé, j'allais dire, par le pilotage du projet. Donc, c'est plutôt quelque chose de chouette. Sentez-vous libre de solliciter Thomas plus longuement. Et l'autre chose que je voulais porter à votre connaissance, c'est que les territoires, vous êtes engagés aujourd'hui. Maintenant, on ne va pas chercher à développer sur d'autres territoires, puisque notre comité de pilotage nous dit mettez la priorité sur les territoires qui sont d'ores et déjà engagés. Donc, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va poursuivre. En tout cas, là, vous êtes autour de la table. Donc, je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore tout à fait signé la charte, mais on vous accompagne, vous êtes là, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, on n'est plus dans cette recherche active de couvrir forcément toutes les zones d'emploi du territoire. Mais par contre, on est dans cette recherche de faire bien jusqu'au bout de notre démarche telle qu'on l'avait identifiée au démarrage. En gros, on va mettre la misère aux autres territoires qui n'ont pas IBC.
dans une belle logique partenariale. Exactement, on va leur mettre la misère et puis on va dire soyez C'est jaloux. pour l'évaluation, bien sûr, hein, c'est pour la Tant science. pis pour vous. Alors, moi, je ne crois pas que tout le monde me connaisse. Parce que moi, je suis arrivée donc il y a un mois, un tout petit peu plus d'un mois, dans le cadre de territoire d'industrie, sur le poste de chargé de mission RH pour la mise en place de la GPECT. Voilà. J'ai déjà rencontré un certain nombre d'acteurs. Amélie, nous, on s'est rencontrés cette semaine avec Thomas. J'ai rencontré d'autres acteurs lors d'une journée qui avait lieu, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, enfin déjà. Hein. Moi, là, j'arrive à un stade où tout se mélange dans ma tête. Je suis bientôt en vacances, donc voilà, je pense que ça va reposer tout doucement et puis se remettre en place. Il y a énormément d'acteurs que je ne connaissais pas. Voilà, donc je suis vraiment encore dans cette recherche d'informations. Ok, en tout cas, bienvenue Christine et bon courage, bon courage et en tout cas, on est content de vous avoir avec nous sur ce projet. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, ça fait 3 mois que je suis là, donc… oh là là, c'est facile. Énorme, hein. 1er avril en plus, quand je dis ça. Oh là là. 1er avril, c'est terrible. Alors, peut-être déjà quelques échanges avec mes collègues GPECT. J'ai déjà eu l'occasion. En revanche, il y a d'autres personnes avec lesquelles je ne suis pas encore rentrée en contact. Alors, gros travail effectivement de connaissance du territoire, mais dans le sens aussi de connaître les acteurs. Enfin, moi, j'essaye depuis 3 mois. Là, je rencontre beaucoup d'acteurs de territoire. Et il y a aussi connaître leur offre de service, mais les connaître en tant que… Enfin, tisser un début de relation avec ces personnes. Enfin, moi, ça me semble important de créer une relation, en tout cas déjà humaine avec eux. Et puis, sur l'autre volet qui a été abordé tout à l'heure, alors moi, par rapport au contact entreprise, j'utilise les assos, parce qu'il y a des assos d'entreprise, des assos d'industriels, des associations aussi dans des ZAC. Et c'est aussi un bon moteur d'entrée parce que là, il y a déjà des groupes constitués d'entreprises. Et là, ce travail, je le fais plutôt par ce biais-là pour le moment. Et le deuxième point qui a été un peu évoqué, j'utilise aussi le projet, enfin, on a un gros projet structurant de créer un plateau technique, lieu de formation à Nogent-sur-Vernisson. Et en fait, qui presque est à la frontière entre le Montargois et le Giennois. Et du coup, c'est vraiment intéressant parce que on mobilise un AMO sur ce projet qui va lui aussi faire des enquêtes auprès des entreprises pour recenser les besoins de formation. Et dans l'idée du cahier des charges, j'ai demandé, et ça a été fait, intégrer la GPECT, et je pense utiliser tout cela pour faire venir l'IBC dans ces conjugaisons d'acteurs, et on va complètement dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire la stratégie de territoire. Alors là, on est au cœur du sujet. Donc c'est une autre façon, je pense que je vais plutôt l'aborder comme ça. Même si, quand je rencontre, là hier j'étais avec la mission locale par exemple, ou Pôle emploi, je leur parle déjà du CAL et que je mettrai en place des rencontres. Voilà, j'en suis restée à ce stade à leur dire voilà. Et ils étaient d'ailleurs très contents parce que je leur ai dit que ça allait nous permettre de mieux appréhender les services des uns et des autres, donc d'où ce phénomène d'entonnoir dont vous parliez aussi tout à l'heure. Voilà, en fait, là je suis en train d'imaginer ma stratégie, et puis comme Corinne l'a dit, puisqu'on travaille ensemble avec Olivier et Corinne, aussi cette idée-là d'avoir une action Loiret que je trouve aussi intéressante, plus sur une logique, on va dire territoire, mais au sens plus large du terme. Et ça, je trouve ça très chouette, et pour moi qui vient d'arriver, en plus de m'appuyer sur mes collègues qui ont plus d'expérience que moi. Voilà où j'en suis.
Oui, alors j'ai pas dit Christine, je sais pas si vous avez dit tout à l'heure parce que Christine, on est sur territoire d'industrie Grand Est Touraine et Cécile, on est sur Montargois et j'arrive plus à savoir si le Gien a été rattaché. Si, parce qu'on est aussi sur territoire d'industrie. On est aussi sur territoire d'industrie. Eh bien, écoutez, merci. Moi, je ne suis pas encore arrivé, en fait. Donc, je suis encore pour l'instant en avance de phase. Je suis en avance de phase, oui. Tout à fait. Je suis pour l'instant chargé de projet pour les maisons familiales rurales et puis la MFR là, de la Brenne. Donc, moi, je suis dans le sud de l'Indre, à côté de chez Alionka, et va être missionné pour mener une GPECT à partir du 1er septembre. Donc, je vais devenir animateur GPEC à partir de septembre. Voilà, du coup, moi, j'ai aussi besoin de pas mal m'acclimater, même si moi, je viens plutôt du développement local et de l'éducation populaire. Et puis, il se trouve que dernièrement, j'étais en mandat au CESE, au Conseil économique, social et environnemental. Donc, j'ai travaillé un peu avec les partenaires sociaux. Donc, j'étais vice-président. Et du coup, là, c'est une nouvelle mission qui s'ouvre devant moi. Et du coup, l'idée, c'est de travailler notamment avec Alionka sur l'animation de toutes ces questions sur le territoire de la Brenne. Mais merci beaucoup Bertrand, mais ça a complètement du sens, hein, on n'est pas déconnecté du tout, c'est-à-dire que travailler sur l'éducation populaire, mais sur l'éducation, sur la formation, c'est bien notre objectif au bout du bout aussi, c'est-à-dire que de l'entreprise et de la connaissance de l'entreprise permet d'avoir des actions qui se mettent en œuvre de manière plus efficace, etc. Donc ça, on est dans ça me va, on est dans les bons objectifs. Ok, je voulais juste vous indiquer qu'on a quelques secteurs qui travaillent avec nous et qui ont une logique sectorielle qui se met en place et c'est pas neutre de dire ça prend du temps, c'est long pour tous les acteurs. Si c'est long pour vous, c'est normal parce que c'est quand même pas une démarche simple, évidente. Donc, on travaille avec Uniformation sur les métiers de l'aide à domicile et on cherche à mettre une démarche en route pour outiller les acteurs de l'insertion à utiliser la plateforme IBC pour enquêter et recueillir la réalité de l'exercice des métiers. Donc ça, c'est en cours. Le CRAGEP aussi, qui a monté un comité de pilotage assez large pour travailler sur les métiers d'animateurs de loisirs. Donc, on est en train de monter une opération qui va partir d'une identification des besoins des employeurs de ces métiers-là sur toutes leurs problématiques assez larges et on ira focuser au fur et à mesure sur les questions des compétences et on ira faire une enquête à la suite sur les compétences. Mais on a pris le sujet de manière assez large et on ira faire des démarches donc sectorielles au niveau des territoires. Donc c'est Orléans qui va commencer. Soit fin de l'année, soit début 2022, par on appelle ça des matinées métiers qui sont en train de se mettre en place par le CRAGEP. Et puis, j'ai mis en avant PatMat. Donc là, on est sur un travail expérimental avec le campus des métiers patrimoine et métiers d'art et qui existe sur notre région Centre-Val de Loire. Ils sont en train de travailler sur les métiers de l'hôtellerie-restauration. Et ils sont en train de développer une démarche d'open badge avec les employeurs de l'hôtellerie, de la restauration. Ils démarrent ça cet été pour essayer d'identifier quelles sont les compétences mises en œuvre pour les jeunes qui viendraient par hasard sur ces métiers pour aider dans un emploi d'été, un job d'été. Pour aider les employeurs. Et leur idée de départ, c'était de valoriser les compétences acquises par ces jeunes. Et en fait, ils souhaitent, en avance de phase, en démarrage, quand même faire travailler les employeurs à identifier les compétences attendues, ce qui permettra derrière, en sortie d'été, de pouvoir montrer les écarts et de mettre en avant justement cette logique d'open badge et de dire vous avez aussi développé d'autres compétences que celles que nous avions, nous, employeurs, identifiées. Donc là, il y a la démarche qui se fait le 20 juillet pour aller travailler sur ces métiers-là. Je voulais juste
dire que Uniformation fait également partie d'un groupe de travail qui s'est installé sur notre territoire avec la DETS, je ne sais plus, la région et les organismes de formation des services à la personne. Et au mois de septembre, les organismes de formation vont emmener les stagiaires à faire des micro-trottoirs sur la vision des métiers des services à la personne par le grand public. Et ils vont aussi interroger les usagers des services à la personne pour savoir la vision qu'ils ont aussi de ces métiers-là, et ce, pour arriver à donner une information peut-être un peu plus valorisante, notamment aux organismes eux-mêmes, pour qu'ils puissent développer l'attractivité de ces métiers. Alors, c'est très probable que ça fasse partie de la même action, je pense. Oui, parce que comme Uniformation… Moi, je l'ai pris, oui. Moi, les réunions que j'ai faites, on était très axés sur l'opérationnalité, justement de l'identification de la réalité de l'exercice des métiers. Et en parallèle, nous, on était missionnés sur le travail d'identification des référentiels, et notamment référentiels des soft skills attendus sur ces métiers-là. Mais en tout cas, c'est une démarche globale qu'ils sont en train de conduire. Donc oui, je pense que ça doit se raccrocher. La porte d'entrée territoriale pour ce groupe, c'est un peu la CARSAT par rapport à l'évaluation des risques professionnels. Mais de toute façon, effectivement, c'est le même objectif. En fin d'animation, ce carré rouge, les échanges sur les compétences du territoire, c'est ça qu'on doit viser, c'est ça que vous attendez et c'est ça que vos partenaires du territoire attendent. Vous la formalisez comme ça, voilà, de partir, voilà, le cas de Monique, pas le cas de Monique, enfin toutes les animations qui vous ont été proposées, faire le memory sur les dispositifs et les acteurs, ça c'est très important, savoir mieux interroger ou savoir interroger sur ce sujet-là ou orienter la discussion vers les entreprises avec les 3 questions magiques, connaître la plateforme, savoir l'utiliser dans le cadre d'un entretien. Et puis, cette phase dont on va vous parler aussi opérationnellement, qui est de dire, et ensuite, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de vous outiller pour que vous puissiez organiser des enquêtes sur les métiers qui sont les métiers en tension de vos territoires ou des métiers qu'on puisse vous aider là-dessus pour que derrière, il y ait des temps d'échange qui soient organisés donc avec l'appui de l'Observatoire du CARIFOREF pour dire maintenant, voilà ce qu'on a vu sur votre territoire. Il y a des données nationales, bien sûr, qui donnent des informations sur tel ou tel métier en tension, mais il y a des spécificités qui sont propres à vos territoires. Et donc, nous, ce qu'on vise, c'est vraiment, au final de ce processus, de pouvoir vous permettre d'animer des échanges sur ces questions-là. Et derrière, voilà, les décisions qui vont avec, qui relèveront des compétences de vos acteurs qui seront dans le tour de table. C'est OK. Évolution des animations, peut-être que je vous donne la parole, Alice et Thomas. Oui, sur l'évolution des animations, que dire? Donc, ce qu'on voit effectivement, c'est que le cas de Monique, on l'a mis en pointillé. En fait, ça dépend un petit peu du groupe et de sa dynamique. Là, on s'est retrouvé à Romorantin avec un groupe ils étaient venus nombreux, avec pas mal du DevEco, du SPE, donc entre 15 et 20 personnes. C'était les niveaux de direction, etc. Par contre, on sentait qu'ils voulaient que ça aille direct, quoi. C'était une chance et pas deux. Et donc, on avait un temps il y avait des gens un peu en retard, des gens qui partaient plus tôt. Et là, on a senti que le cas de Monique aurait été un démarrage un petit peu trop doux. Et donc, pour aller vite, on a voulu tout de suite aller sur le memory, dispositif et acteur. Donc, le cas de Monique, ça dépend un petit peu de la dynamique du territoire et surtout si on sent qu'il faut vite qu'on arrive à l'expérimentation de la plateforme ou pas. Voilà, sur le memory, dispositif et acteur, on le fait évoluer au fur et à mesure. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Et ça permet, très important, parce qu'il y a toujours cette notion de faire une cartographie des acteurs et des dispositifs. Sauf qu'en fait, c'est profondément ennuyeux de faire une cartographie quand on présente en réunion les uns à la queue leu, les choses les unes à la suite des autres. Moi, mon service, c'est ça. Moi, mon dispositif, c'est ça. On connaît tous ces réunions. Et donc, le memory, c'est le moyen de faire ce même travail, mais sous un format ludique et surtout centré sur des situations d'entreprise. Et puis, tout de suite, penser la coordination. Ça, c'est bien. Et du coup, peut-être dire que tu le développes parce que là, dire qu'on va le démultiplier, il va y en avoir 3. Déjà, voilà, on les met à jour. Pas mal de memory.
Pour celles et ceux, on a intégré par exemple le dispositif Ardent, on a intégré Jump de la CCI, on va intégrer Messi de l'APEC. Donc au fur et à mesure, ça nécessite de la mise à jour et donc ça fait du coup possibilité de refaire des memories, mais avec d'autres dispositifs, puisque on sait qu'on a besoin d'avoir de la mise à jour permanente là-dessus. Voilà, les 3 questions magiques. Mais ça marche, à nouveau, ça marche bien. Et puis, c'est très sympa, on l'a fait dans pas mal de cales où on commence sur les 3 questions magiques et puis on passe au stade de quelle réponse on pourrait apporter à l'entreprise. Et là, les acteurs commencent à se parler entre eux de leur dispositif, d'un autre dispositif. Et évidemment, ça fait tout le sens avec le memory qu'on a fait avant, puisqu'à partir de là, on voit bien qu'autour d'une situation, selon son centre de gravité, on peut échanger sur comment mettre en musique un accompagnement qui utilise les dispositifs avec vraiment la réponse aux besoins de l'entreprise au centre. Voilà, expérimentation de la plateforme. Vous êtes quelques-uns à l'avoir vécu. À nouveau, on essaye vraiment de se centrer sur l'expérience. Le but, c'est pas une démonstration de la plateforme. On fait comme si on était avec une entreprise. D'ailleurs, on suit l'entreprise des 3 questions magiques et on dit, voilà, maintenant, on a fait le premier entreprise. Vous avez fait un entretien court où vous avez diagnostiqué les besoins de l'entreprise. On a parlé ensemble des propositions qu'on pouvait avoir. Et là, vous êtes au 2e entretien avec l'entreprise qui a identifié la zone sur laquelle elle voulait travailler en termes de besoins en compétences. Et ça, on le travaille avec la plateforme. Donc, c'est pas la plateforme, ça marche comme ça. Il y a 4 onglets, il y a 8 onglets. Le but, c'est vraiment de l'utiliser. Et ça, derrière, ça donne l'espace pour enclencher, donc organisation des enquêtes et peut-être stratégie de territoire qui va dire son nom plus ou moins clairement selon les situations, mais dire maintenant qu'on a ça, on le fait en vrai, quoi. Et puis on y va, on le déploie. Et là, effectivement, soit c'est déjà défini, il y a déjà des stratégies, soit on a besoin de se mettre d'accord sur un territoire, sur un domaine, sur une répartition entre les uns et les autres, et comment on se met en mouvement pour faire ça. Là, on est à ce stade-là pour celles et ceux qui sont le plus avancés. Et puis, effectivement, avec le but d'arriver après dans le suivi de la mise en œuvre et plus dans du pilotage pour échanger sur les compétences du territoire comme il y en a besoin. Voilà, Christine, tu as levé la main. Et ton micro est coupé. Oui, absolument. Je voulais revenir sur le memory. Ça se trouve, c'est un outil. Je n'ai pas bien compris ce que c'était. Et je voulais savoir où est-ce que je pouvais trouver des informations dessus. Alors, le memory, il est soit il y a une animation, et donc nous, on vient faire l'animation, qui peut être soit en présentiel, soit en distanciel. Concrètement, le memory, c'est un jeu de cartes, 10 situations d'entreprise. L'entreprise machin a subi la Covid. Désormais, elle voit bien qu'elle va devoir adapter son organisation. Elle souhaiterait être accompagnée par rapport à ça. Voilà, il y a 10 cas de ce type-là d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a 10 dispositifs ou acteurs. PCRH, AFEST, Ardent, Start, etc. Et donc le but, c'est de mettre le bon dispositif en face de la bonne situation et puis de prolonger tout ça par des échanges, bien sûr, experts. Donc soit on peut l'animer en présentiel, soit on peut l'animer en distanciel. Ok, et donc voilà, on voit au fur et à mesure, et puis plus on capitalise et plus on apprend au fur et à mesure, voilà, plus ça donne une direction qui est claire. Vous dire, voilà, à votre disposition, donc un guide d'entretien pour utiliser la plateforme dans vos échanges avec les entreprises. Donc ça, c'est ce qu'on réalise lors du CAL 3 ou 4, selon la situation. Et puis, comme ça, derrière, on peut se lancer sur l'utilisation de la plateforme. Et donc, il y a ce guide d'entretien. On ne va pas le présenter ou l'approfondir là, mais il est simple et il reprend les éléments clés. Vous voyez, pourquoi la plateforme, conduire l'entretien, les différentes étapes. Voilà, c'est une sorte de tuto assez simple à suivre. Oui, c'est ce que vous aviez. Oui. En fait, c'est un tuto 4 pages qu'on a voulu assez simple d'utilisation avec des questions clés pour vous quand vous rencontrez l'entreprise. En fait, on a texto écrit la question que vous pouvez poser directement comme ça à l'entreprise, avec ensuite en dessous des petites notes pour vous aider à manipuler la plateforme. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de le regarder et puis de tester pour du beurre, disons qu'avec la plateforme, essayer de voir, et puis après de se lancer pour de vrai. Voilà.
Ok, voilà, c'est quelque chose que vous aviez demandé. Je sais que ceux qui font partie qui ont été évalués aussi par le cabinet Geste au niveau national qui fait l'évaluation du dispositif l'avaient demandé. C'était redescendu jusqu'à nous. Donc, on vous a fabriqué ça pour vous permettre, justement, sur les territoires qui sont les plus avancés et qui commencent à utiliser la plateforme, d'avoir quand même un petit vade-mecum à disposition. Donc, ça, c'est fait. Sachez aussi que nous sommes en train de recruter, mais je l'ai dit à la plupart d'entre vous, une personne ressource au niveau du GIPALPHA Centre Val-de-Loire qui sera là pour vous accompagner, voire même qui sera là aussi pour faire des entretiens avec les entreprises. Donc, soit faire un entretien à vos côtés, soit carrément vous pourrez lui déléguer les entretiens auprès d'entreprises que vous souhaiteriez que nous rencontrions. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis, vous dire que pour faire ces démarches d'enquête, on peut aussi vous remettre à disposition les lettres de mission pour recadrer le projet dans son existence au sein du PIC, avec les missions venant côté État et région. Et donc, on peut très bien mettre ça à votre disposition pour vous aider à justifier des mises en place auprès de vos institutions. La démarche qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, pour ceux qui sont, donc vous voyez sur la flèche, qui en arrivent à avoir déjà expérimenté la plateforme ou à être en train d'expérimenter de la plateforme, voilà donc ce qu'on vous propose. On va vous proposer de définir, de choisir les métiers sur lesquels vous souhaitez obtenir prioritairement de la matière, de choisir une période d'enquête et au sein de votre comité d'acteurs locaux, d'échanger en disant, bon voilà, un acteur du CAL va aller visiter une entreprise. Et en fait, ça va très très vite. L'idée, c'est notre idée de collaboration, de dire si chaque acteur visite une entreprise en un mois, parce que vous avez décidé d'enquêter justement sur les aides à domicile par exemple, si chacun va visiter une entreprise et fait une enquête pour dire quel est ce métier, comment il s'exerce chez vous, quelles sont les compétences essentielles, eh bien au final, si vous avez 10 acteurs autour de la table, vous aurez 10 entreprises en ayant visité une seule. Et donc, en plus, vous pouvez, au travers de cette démarche d'enquête, vous réunir et en fonction de votre stratégie de territoire, vous pouvez dire, en plus, dans cette enquête-là, au moment de cette enquête, est-ce que tu peux lui poser la question si elle accueille des stagiaires de 3e? Est-ce qu'elle connaît un jeune une solution? Est-ce qu'elle recrute des alternants? Vous pouvez vous mettre d'accord sur la manière d'enquêter en fonction de votre stratégie et obtenir 10 rencontres pour le prix d'une, c'est les soldes, ça tombe bien. Voilà. On voulait vous dire aussi que soit les équipes de Thomas, soit chez nous au GIPALPHA, donc que ce soit moi, que ce soit la personne qui est en train d'être recrutée, on est à vos côtés pour conduire les premiers entretiens, sous réserve que l'entreprise l'accepte. Si l'entreprise que vous avez visée, vous lui dites est-ce qu'on peut être 3 parce que ça peut être un peu intrusif, peut-être qu'elle ne souhaite pas. En tout cas, sous réserve qu'elle ait accepté, on peut faire l'entretien à vos côtés si vous souhaitez être aidé au démarrage. Et puis, la discussion qu'on avait eue, notamment avec les OPCO qui nous suivent aussi, c'était quand même pour avoir une vision territoriale, c'est quand même bien d'avoir 10 entreprises. Pour un même métier, c'est pas mal. Donc, c'est ça, mettez-vous entre vous pour avoir quand même un peu d'épaisseur du trait sur les compétences attendues et puis qu'on puisse derrière aller regarder ce que ça donne. Et donc, l'idée, ce sera bien évidemment de mettre en regard les études nationales avec la réalité de votre territoire et que vous puissiez en tirer des conclusions pour le pilotage de vos actions. Et donc, on a mis à vos plannings. Et bien pourquoi? Parce que tout simplement, les choses vont aller avec une demande grandissante, on va dire, d'appui. Et donc, n'hésitez pas à nous informer de la temporalité qui sera la vôtre pour qu'on puisse mettre, j'allais dire, rayer le planning pour dire, voilà, là, on accompagnera Pithiviers, là, on accompagnera Orléans, là, on sera plutôt sur Amboise ou Château-Renaud, etc., etc. Donc, on réserve vos dates ou que vous me disiez, non, nous, on sera plutôt fin 2022 ou pas pour le moment, etc. Donc, n'hésitez pas à nous dire. Amélie, c'est plutôt Oui. pour les CAL. Nous, on est juste club ou
Parce que moi, je n'ai Ouais. pas rencontré de cas là, dans notre coin. Pour le moment, Yonka, vous êtes sur un club compétences, effectivement, donc que des entreprises. Et effectivement, là, on se centre sur l'animation des acteurs locaux du territoire pour les mettre en mouvement. Oui, c'est vrai. L'arrivée de Bertrand va faciliter les choses. Ouais. C'est ce que je me suis dit quand il a énuméré ce qu'il fait. Je dis, il serait plutôt dans le cadre, quoi. Exactement. On n'a pas développé d'informations pour cette journée sur la plateforme et pourtant, on en parlera, je pense, au mois de septembre. On reviendra vers vous pour vous expliquer les évolutions de l'outil. Qui fonctionne vraiment sur le mode expérimentation, innovation. Donc, on lui rajoute des quelques neurones supplémentaires tous les mois. Donc, on viendra vous expliquer comment la plateforme évolue un peu plus tard. Parce que comme il y a les logiques de marché public pour la faire évoluer, c'est un petit peu long. Donc, prenons notre temps pour faire ça correctement. Eh bien, écoutez, pour moi, le contenu que je souhaitais qu'on partage avec vous est passé. Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Donc, moi, il me reste à vous souhaiter tous des très bonnes vacances.